Bonjour, mesdames et messieurs. Comme c'est 11h30, je vais commencer. Je vous remercie d'être présent à mon exposé. Je m'appelle Akira Tsorami, doctorant à l'Université Paris-Nanterre. Je vais parler sur Georges Latour, le sujet de ma thèse que je suis en train de rédiger. Je suis très content d'avoir cette occasion, surtout à ce moment où la rétrospective intitulée Georges Latour entre ombre et lumière vient d'être inaugurée au musée Jacquemart-André. Alors je commence. Ma thèse vise de proposer une réinterprétation iconologique des scènes nocturnes de Georges Latour à travers le concept de l'intime et l'intimité, particulièrement en abordant trois sujets religieux. Cet exposé résume une partie d'introduction et vise à justifier cette approche par l'analyse stylistique des œuvres de l'artiste. Or, qui est Georges Latour ? Il est un peintre lorrain de la première moitié du XVIIe siècle qui est connu pour sa peinture du clair-obscur marquée par l'ère du silence. Ses œuvres qui comptent une 70aine de compositions, dans lesquelles une quarantaine sont de toiles originales. Ils seront regroupés en deux parties selon l'éclairage. La scène diurne dans laquelle est jetée une lumière naturelle est réalisée jusqu'aux années 1630, à laquelle succède celle nocturne avec un luminaire dedans. Les sujets religieux font une bonne moitié, tandis que l'autre appartient au tableau de genre, dont les plus célèbres sont ceux nocturnes religieux. Les recherches sur ce peintre ne commencent qu'à partir de 1915, étant démarrées par un historien allemand, historien de l'art allemand, Hermann Voss, qui a rattaché trois tableaux aux archives lorraines. En France, le peintre a été présenté dans l'exposition Les peintres de la réalité en 1934 à l'Orangerie, ensemble avec Philippe de Champaigne et les frères Lenain, etc. En 1949, première monographie dédiée à Latour par François-Georges Parizet a été parue et les recherches synthétiques la suivaient, surtout pendant les années 1990. Ainsi, malgré sa réputation de son vivant, le peintre est presque notre contemporain, formule Jacques Thuillier en 1992. Les recherches internationales d'une centaine d'années ont mis en question s'il a fait son apprentissage en Italie ou aux Pays-Bas, mais il n'est pas encore confirmé. Et l'artiste semble rester en Lorraine après son mariage en 1617 jusqu'à sa mort, sauf un voyage à Paris en 1639. En dépit de cette incertitude d'influence extérieure, il est normalement considéré comme l'un des peintres caravagistes. Il est grâce à un article court de Tom Calmet que Latour a été tiré de l'oubli. Je cite, « Tour Claude Duménil-Delat, natif de Lunéville, excellait dans les peintures des nuits. Il présenta au roi Louis XIII un tableau de sa façon qui représentait un Saint-Sébastien dans une nuit. Cette pièce était d'un goût si parfait que le roi fit ôter de sa chambre tous les autres tableaux pour n'y laisser que celui-là. Latour en avait déjà présenté un pareil au duc Charles IV. Malgré de petites erreurs telles que le prénom et la ville de naissance Vic-sur-Seille à la vérité, cet article publié en 1751 témoigne sa célébrité considérable, quoique ce type de légende soit plus ou moins exagéré. Le tableau mentionné ici est identifié à la version originale perdue du Saint-Sébastien soigné par Irène, des copies conservées au musée de Rouen, Fort-Worth et Orléans, le dernier accroché à Jacquemart-André.
Mais il s'agit de quoi que le roi ait laissé seulement le tableau dans sa chambre. N'est-il pas que les tableaux juxtaposés du classicisme naissant l'encombraient pour apprécier le goût de cette peinture nocturne? Dans ce cas-là, il ne s'agit que de différences de goût. Pouvons-nous plutôt supposer un effet privé d'immersion, c'est-à-dire l'intime dans ce tableau religieux? Ici émerge la problématique de ma thèse. En centrant l'intime, pouvons-nous donner une explication cohérente à son air silencieux et mystique, d'abord stylistiquement et puis dans son choix de sujet? L'intime, la quotidienneté et l'intimisme comme un genre. L'intérêt récent à l'affiliation de l'intime à l'art visuel se confirmera par les expositions. C'est la Copenhague en 2016 et l'exposition L'intime de la chambre aux réseaux sociaux au Musée des Arts Décoratifs en 2024. Dans les expositions, plusieurs peintures et d'autres types d'art ont été interprétés dans cette perspective. La reconnaissance et la réputation récemment établie de Wilhelm Hammershøi, peintre danois considéré comme le Vermeer du XXe siècle, paraissent pendant 3 dernières décennies accélérer la recherche de cette sorte. Effectivement, Johannes Vermeer est estimé intimiste représentatif du XVIIe siècle, en outre de ses contemporains tels que Peter de Hoor. Au fait, ces peintres sont dignes d'intimistes en eux-mêmes par leur style constant de peindre la vie quotidienne à l'intérieur. Pendant que Georges Latour persiste, surtout après les années 1630, au sujet religieux dans un espace quasiment indistinct. Étant aisément saisissable comme religieux, au moins pour ses contemporains, ces tableaux n'évoquent pas à première vue la sensation intime, car on entend l'histoire biblique ou martyr qui est normalement tragique et cruelle. Ce n'est pas moi qui adopte cette approche pour la première fois. Tout après la présentation du peintre à Paris, Gilles de la Tourette, conservateur adjoint alors du Petit Palais, a paru en 1935 un article intitulé « Georges de la Tour intimiste ». En analysant surtout la forme géométrisée, il appelle le peintre maître du sentiment et du silence. Mais à ce moment-là, il y avait trop peu d'œuvres connues et l'intime ne faisait pas encore partie du système philosophique. Ainsi, pour la développer, il faut d'abord que je définisse ce terme. Pour mieux expliquer ce que j'applique à la tour, divisons en 3 à laisser les différents niveaux sémantiques de l'intime. D'abord l'intime, deuxième la quotidienneté, troisième l'intimisme comme un genre. Le premier, l'intime ou l'intimité, est une notion floue, mais au goût du jour, voisinant avec d'autres comme familiarité ou quotidienneté. Dans son livre paru en 2013 de l'intime, François Julien l'a défini comme ce qui est contenu au plus profond d'un être, ainsi que ce qui est lié étroitement par ce qu'il y a de plus profond. Numéro 1. Et par rapport à la peinture, selon le trésor de la langue française, l'adjectif intime se définit qui représente des scènes d'intérieur qui évoquent l'existence familière quotidienne, sans après. Celui-ci est la quotidienneté numéro 2 et celui-là est le genre intimisme numéro 3. Et la dernière expression sans après correspondrait à l'intime et à la quotidienneté. Alors 1 et 2. Et en utilisant ces 3 rubriques, retraçons brièvement l'histoire de la peinture nocturne du XVIe et XVIIe siècle. La tradition de peindre la nuit avec un effet ténébriste a déjà existé depuis la Renaissance.
Pourtant, comme deux tableaux indiquent, c'était par la lumière divine que la scène est éclairée et cette expression continue au XVIIe siècle, comme dans le tableau de Guido Reni. En outre, il existe aussi les scènes nocturnes à l'extérieur. Toutefois, la majorité des peintres nocturnes après Caravage semblent s'être attachés à l'intérieur, probablement pour le bien de l'effet lumineux dramatique. Comme la scène nocturne est restée secondaire dans l'histoire de la peinture, le soutien théorique n'apparaît pas autour de l'Académie royale de peinture et de sculpture, et à peine trouvable aux Pays-Bas. Par contre, il y a plusieurs sens symboliques et allégoriques dans le concept de nuit, le feu et de différents luminaires, inverse dans la plupart des cas. Cependant, dans l'espace neutre éclairé par un seul luminaire avec détails minimisés, le symbolisme ne marche pas à cause de l'équivoque, autant que dans la scène diurne où se voient bien des détails. Ici réside la principale différence entre la scène nocturne et celle diurne de tout type. La perspective linéaire, le dessin correct des natures mortes, le ton local, tous obscurcissent par les ténèbres et leurs valeurs s'affaiblissent. En revanche, pour que la représentation devienne naturaliste, sont requises l'intensité concevable de la lumière, sa diffusion précise, l'harmonisation des tons chauds et avant tout la composition bien réfléchie avec des natures mortes convenablement posées. L'élaboration de ces éléments produisent l'impression de l'intime que j'ai numéroté 1. Examinons quelques œuvres de peintres nocturnes et nous concentrons sur s'il peut être catégorisé en tant qu'intimisme. Et dans cette catégorie, à quel titre il se classe-t-il? Il me faut ajouter un préambule. L'intime n'est qu'un des critères de lecture et ainsi l'exclusion de certains tableaux ne réduirait pas à sa valeur artistique. Jean Leclerc, peintre nancéien, dans ce tableau accroché au musée Jacques-Marandré, représente la scène du concert chargé de détails et bruit. La scène se passe à l'intérieur, mais trop de bruit et mouvements des figures nous empêchent d'une lecture par l'intime et aussi par la familiarité. Ainsi, ce tableau sera classé à la rubrique 3. Gérard van Honthorst, peintre surnommé Gerardo della Notte, Gérard de la nuit, pendant son séjour à Rome de 1610 à 1620, a mis le Christ et Caïphe devant d'autres figures dans la pénombre brunâtre. Comparé à Leclerc, il y a moins de mouvements et détails. Cependant, la distance entre deux figures et les assistants debout à l'arrière-plan, et notamment l'index levé de Caïphe, évoque une ambiance tendue. Donc il sera aussi classé dans la rubrique 3. Gérard II, peintre néerlandais, a réalisé nombreuses scènes nocturnes dans l'obscurité épaisse. La niche caractéristique de ce peintre indique qu'il s'agit d'un tableau de genre. Toutefois, il n'est pas clair pourquoi elle est là. Probablement dans l'attente de quelqu'un. L'inconnaissabilité de l'intention de la figure nous gêne ici. Alors, la rubrique 3 s'applique. Ce tableau par un peintre italien, Domenico Fetti, qui était actif à Mantoue, représente une femme en train de chercher une monnaie. La chambre des autres montre sa feuille, comme raconte l'Évangile selon Luc. La scène consiste des éléments quotidiens du ménage qui correspond à la rubrique 2, la quotidienneté.
Luca Cambiaso, peintre génois de la seconde moitié du XVIe siècle, a représenté la Sainte Famille avec Sainte Anne et Petit Saint Jean-Baptiste dans les ténèbres avec une simplification de forme curieusement semblable à la tour. Dans la chambre avec deux sources lumineuses, s'éparpillent les détails de leur vie quotidienne, mais avec l'effet de clair-obscur, la spécificité des objets se réduit considérablement, qui nous permettent de le placer entre 1 et 2. Mettre à la chandelle l'auteur d'un groupe de toiles très confus de son attribution a un style très proche de la tour. Dans son tableau, la figure sainte se dessine des ténèbres absolues où tous les détails sont omis. Il fait partie de la rubrique 1. Et voilà la récapitulation des 6 tableaux nocturnes que j'ai montrés. L'intime religieux chez la tour. Maintenant, examinons la scène nocturne de la tour. On verra qu'il est dans son art de composition, d'éclairage et de simplification où l'intime se cache. Je commence par l'analyse du Saint-Sébastien soigné par Irène que je vous ai montré lors de la citation de Dom Calmet. La version originale du tableau ne survit pas, mais nous pouvons connaître sa qualité par 2 copies restantes de la même composition, dont 2 sont avec Irène à Colhuet, la version en haut à droite. Selon la légende, le centurion du IIIe siècle, Saint Sébastien, est percé des flèches par l'ordre de Dioclétien, persécuteur du christianisme. Puis le saint est retrouvé par une veuve pieuse, Irène, qui l'a soigné chez elle. Dans le tableau, le peintre a disposé 2 attributs du saint, la flèche et le casque à plumes d'où le sujet devient clair. Mais la composition n'insiste pas sur la flèche, car ça s'unifie dans la forme de triangle dont le sommet commence du sommet de la lampe, ici marqué en rouge. Le casque derrière le sang tombe dans l'ombre, ne pouvant à peine distinguer ses contours en conséquence. En minimisant les indices du sujet religieux, n'est-ce pas les tendres soins de Saint Sébastien par Irène que l'artiste voulait réaliser? La zone la plus éclairée est marquée ici en cercle vert. Pas seulement par l'analyse compositionnelle, aussi l'iconographie contemporaine lorraine et l'histoire concernant la peste. Et par exemple, l'épidémie en 1630 en Lorraine permettent telle lecture. La Madeleine pénitente semble le sujet préféré de la tour avec 8 différentes compositions qui nous sont parvenues. Comme évident par les œuvres du Caravage, il y a 2 lignées de la tradition iconographique de la Madeleine, en pénitence et en extase. Le maître à la chandelle a aussi réalisé diverses compositions qui se différencient de leur posture. Les 2 tableaux au centre et à droite ont un bras tendu qui ajoute un effet de mouvement. Au contraire, la tour persévérait dans les représentations de profil avec une posture sans après. Sur ce tableau accroché à l'exposition, l'attribut de la sainte, le crâne qu'elle effleure, est placé dans le contre-jour complet où seule sa silhouette apparaît. Et ça donne une figure reflétée au miroir posé à gauche. Par cet éclairage, le tableau entier est uniformisé dans la gamme brunâtre et par suite le ton local s'efface intégralement. Ce tableau et d'autres versions du même sujet, ce que nous pouvons voir au Louvre.
À propos de cette composition est connue une autre version de Los Angeles, considérée comme réalisée un peu avant celle du Louvre. La comparaison entre deux versions nous explique non seulement que la gamme s'est modifiée plus naturaliste, mais aussi comment il a transformé les natures mortes en formes géométriques et simplistes. Les deux livres empilés sont mieux rangés, et une petite touffe de cheveux tombée à son épaule dans la version de Los Angeles est bien peignée dans la version du Louvre. Les deux filets séparants de fumée n'apparaissent plus. Les pierres par terre sont presque entièrement plongées dans les ténèbres. Conclusion, parmi les trois rubriques que j'ai proposées, dans laquelle se situe Georges de la Tour, dans la plupart des cas, il est incertain si la figure représentée se situe à l'intérieur, car l'arrière-plan ne signifie rien comme chez Caravage. Donc pas le numéro 3. Comparé à d'autres peintures nocturnes, la quotidienneté diminue en raison de la forme simplifiée qui fait perdre aux objets leur spécificité. Alors, pas le numéro 2. En nous apprenant le sujet avec les clés minimales, le peintre nous dirige vers une réflexion sur l'action ou le sentiment des figures au moyen de son élaboration de composition. Son art d'éclairage et de simplification lui permet d'incarner la forme essentielle des objets et ainsi leur sens s'évanouit dans leur fonction, qui accompagne l'atmosphère du silence. C'est comment notre peintre nous engage dans son univers pictural et nous éprouvons de l'empathie aux figures saintes. Ainsi, les tableaux de la tour seront classés numéro 1, ce qui lie étroitement par ce qu'il y a de plus profond. Donc, je conclure que l'approche par la notion l'intime est valable à Georges de la Tour. Comme cet exposé est une partie de l'introduction de ma thèse, je vais développer des études iconographiques, iconologiques et esthétiques sur les trois sujets. Je vous remercie de votre attention. Merci à tous pour votre présence. Donc, on va commencer la conférence. Donc, pour me présenter, je m'appelle Lison Le Guen, je suis doctorante en 3e année à l'Université Paris 1 et donc je vais vous présenter aujourd'hui, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, ma recherche doctorale. Donc, cette recherche doctorale, intitulée Hubert de Givenchy, un couturier français aux États-Unis, a vraiment pour objectif d'analyser les différentes stratégies mises en œuvre par un couturier français pour rayonner aux États-Unis au cours de la deuxième moitié du XXe siècle. À l'ouverture de sa maison de couture, alors je vous ai remis quelques dates pour contextualiser aussi un petit peu l'histoire de la maison Givenchy. Donc, à l'ouverture de la maison de couture en 1952 près du parc Monceau, Hubert de Givenchy, qui s'est déjà formé chez les plus grands couturiers de l'époque, vous avez par exemple Jacques Fass ou Elsa Schiaparelli, est très vite acclamé par la presse de mode et toutes les femmes mondaines à Paris se pressent dans ce nouveau salon parisien proposant une mode à la fois élégante et moderne. La maison Givenchy est pendant plus de 40 ans vraiment un symbole du luxe et de cette élégance à la française à travers le monde, en particulier aux États-Unis. Les liens qu'entretenait le couturier avec le pays étaient très forts. Il fut apprécié notamment pour son talent d'artiste, par la somptuosité de ses créations. Et les États-Unis lui ont vraiment permis de connaître une carrière hors du commun comparée à d'autres couturiers, on va dire de la même génération, par exemple Yves Saint Laurent, qui sera extrêmement bien connu en France, mais en réalité très peu aux États-Unis à la même période. Ainsi, on peut se demander finalement comment Hubert de Givenchy, par la diffusion de ses créations outre-Atlantique dans un contexte géopolitique de guerre froide et post-guerre froide mondialisation, est-il devenu un acteur de cette mode française, vecteur d'influence et instrument de prestige aux États-Unis, contribuant ainsi à encourager les liens transatlantiques pour la mode.
Alors, l'historiographie sur le sujet est peu prolixe. Vous avez vraiment très peu d'études sur Hubert de Givenchy. L'étude qu'on peut vraiment mettre en évidence, c'est Givenchy 40 ans de création. Donc c'est une des plus grandes expositions qu'il y a eu en France, la dernière, qui a eu lieu en 1991 au Palais Galliera. Et donc c'est vrai que le catalogue d'exposition regroupe vraiment beaucoup d'informations sur l'histoire de la maison, sur les liens avec les clientes et plein d'autres choses. Concernant les liens transatlantiques pour la mode, vous avez l'ouvrage de Véronique Pouillard qui est vraiment fondamental. Donc Véronique Pouillard qui est enseignante-chercheuse à l'université d'Oslo. Et à l'université d'Oslo, donc vous avez tous un groupe de chercheurs qui vont vraiment essayer de comprendre les connexions entre Paris et New York à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour la mode, mais aussi pour l'art, pour la culture, et vraiment montrer comment la mode à cette époque-là est devenue une véritable industrie. Et vous avez également Couture Culture de Nancy Troy, qui est aussi un ouvrage central, puisqu'ici, il remet en lumière les relations entre l'art et la mode et montre qu'il faut vraiment déplacer le discours sur la mode vers des considérations beaucoup plus larges. C'est pourquoi le recours aux archives occupe une place centrale dans cette étude qui se tourne vraiment vers l'étude de la culture matérielle. Alors la culture matérielle, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on va venir s'intéresser à la manière dont ces objets vestimentaires ont été produits, consommés, portés, tout en les inscrivant dans un contexte économique, historique, culturel ou symbolique. Et donc ces études, elles ont été possibles grâce à plusieurs séjours de recherche qui ont été menés aux États-Unis afin vraiment de comprendre la construction des vêtements. Est-ce qu'il y avait des différences par rapport aux vêtements qu'ils faisaient en France? Est-ce qu'il y avait des goûts spéciaux aussi aux clientes américaines? Toutes ces choses ont pu être réalisées directement aux États-Unis. Et donc, tous ces outils permettront d'analyser ce sujet d'histoire de l'art par le biais de différents prismes, aussi bien en histoire culturelle, en études patrimoniales ou bien histoire diplomatique, afin d'avoir vraiment une approche globale et complète. Alors, la première partie de cette recherche explore comment le couturier français s'est implanté aux États-Unis dès l'ouverture de sa maison en 1952, en particulier par les pratiques culturelles. Mais tout d'abord, il faut revenir donc sur la tradition de la haute couture française aux États-Unis, qui est très ancienne puisqu'elle remonte au XIXe siècle. Et depuis lors, la haute couture française, c'est vraiment devenu un instrument de prestige pour cette haute société américaine qui est encore très proche culturellement de l'Europe, en particulier dans les régions du nord-est des États-Unis, par exemple Boston, où vous avez des grandes figures, donc comme vous le voyez ici, de grands collectionneurs comme Isabella Gardner, donc c'était une grande collectionneuse d'art européen, qui était aussi une très très bonne cliente de la maison Worth à Paris. Elle se rendait 2 fois par an à Paris, ce qui pour l'époque est quand même assez exceptionnel. La haute couture, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour ces riches fortunes d'industriels était un moyen d'affirmer leur prestige et leur pouvoir. Et donc la mode à cette époque-là se retrouve au cœur même des transferts culturels entre l'Europe et les États-Unis. Et surtout, au tournant du siècle, vous avez plusieurs couturiers qui commencent à aller aux États-Unis, notamment Paul Poiret, qui commence à se tourner vers cette nouvelle clientèle américaine d'élite. Dès 1913, par exemple, il réalise plusieurs voyages aux États-Unis afin de connaître cette clientèle si particulière qui avait des goûts vraiment très différents de la clientèle française et surtout pour donner des conférences dans les plus prestigieuses universités américaines, ce qui lui vaudra le surnom de King of Fashion. Ce qu'il faut bien comprendre ici, et pourquoi je commence par là, c'est que pour Hubert de Givenchy, on a donc un entrisme par cette haute couture française qui est déjà extrêmement présente aux États-Unis. Et très vite, il va pouvoir compter sur le soutien indéfectible des femmes les plus puissantes du pays qui composeront 70% de la clientèle de sa maison, ce qui est le pourcentage le plus élevé de toutes les maisons parisiennes après la guerre. Dans un second temps, la presse de mode américaine a joué un rôle central dans son ascension et est un vecteur privilégié de diffusion de cette haute couture française. La presse de mode américaine, elle apparaît à la fin du XIXe siècle. Vous avez par exemple plusieurs grands journaux comme Harper Bazaar, dont la première édition est en 1867. Vous avez Vogue aussi en 1892. Et très rapidement, les journalistes américaines vont venir influencer grandement la scène de la haute couture parisienne. À la Libération, cette presse de mode américaine devient un véritable vecteur d'information et elle est à l'initiative de la renommée de plusieurs couturiers français.
Vous avez notamment Christian Dior dès 1947, puisque le terme de New Look est inventé par l'incontournable Carmel Snow, rédactrice en chef du Harper Bazaar. Et c'est d'ailleurs cette dernière, Carmel Snow, qui va permettre à Givenchy de se faire connaître dès l'ouverture de sa maison en 1952, puisque très rapidement, elle va souligner dans de multiples articles l'ADN des créations de ce jeune couturier, à savoir l'élégance, la sophistication, la liberté et la modernité. Il ne faut pas non plus négliger dans cette recherche surtout l'importance de la presse quotidienne, puisque vous avez aussi bien dans les journaux américains que dans les journaux français des rubriques mode très détaillées, notamment dans Le Monde, The New York Times, The Chicago Tribune et plein d'autres journaux, ce qui va vraiment permettre de comprendre aussi certains événements qui se sont déroulés à l'époque pour la mode. Et ici, je vous ai regroupé quelques citations à propos de Givenchy qui illustre bien aussi qu'il a bénéficié d'un traitement de faveur de la part des journalistes américaines. Dans un troisième temps, le cinéma américain fut un véritable écran pour la maison Givenchy qui fut très proche d'Hollywood durant les années 1950-1960, en particulier grâce à Audrey Hepburn. Le cinéma américain accorde dès ses débuts une grande importance au choix des costumes et une véritable industrie du costume de cinéma est née, avec des ateliers organisés comme les ateliers des maisons de haute couture et surtout dirigés par des costumières de renom. Et ici, vous avez l'exemple d'Edith Head, qui était la grande costumière de la Paramount. C'est la personne la plus oscarisée à ce jour, puisqu'elle a gagné 8 Oscars pour tous les costumes de ses films. Et donc... voilà, c'est vraiment organisé comme les maisons de couture. C'est l'apparition de ce qu'on va appeler la couture cinéma, qui est vraiment devenu un domaine spécifique où les techniques de la haute couture vont être adaptées aux besoins des films. Mais vous avez déjà plusieurs couturiers français qui vont commencer à aller vers Hollywood et à créer des costumes pour Hollywood. Dans les années 20, vous avez Jean Patou qui arrive à Hollywood et qui va créer quelques costumes pour le cinéma muet. Mais on retient surtout Christian Dior, qui est à l'origine de plusieurs films, de plusieurs costumes de films pour Alfred Hitchcock, notamment avec Marlène Dietrich, au début des années 50. Et ici, vous avez par exemple l'exemple du Grand Alibi. Les créateurs français, surtout après la guerre, ont dû apprendre à concevoir des costumes qui devaient non seulement être esthétiquement parfaits, mais qui devaient aussi s'adapter aux besoins des films, à la durée du tournage, au mouvement des actrices, à la caméra, aux lumières, etc. Givenchy, c'est vraiment le couturier français qui s'est le plus démarqué à Hollywood, notamment grâce à Audrey Hepburn. Et ici, vous avez donc quelques exemples de costumes qu'il a réalisés pour elle. Ils se rencontrent en réalité en 1953 pour le film Sabrina, donc qui est sorti en 1954, réalisé par Billy Wilder. Et en fait, pour avoir consulté les télégrammes des producteurs de la Paramount, dans un premier temps, ils souhaitaient que ce soit Cristobal Balenciaga qui habille l'actrice pour qu'elle représente vraiment l'élégance à la française de l'époque. Cristobal Balenciaga ayant refusé, ils font appel à cette toute nouvelle maison parisienne, parce que je vous rappelle qu'à ce moment-là, la maison n'a que 1 an, et parce qu'elle possède aussi des prix beaucoup plus attractifs par rapport aux autres maisons parisiennes. Et donc, à partir de ce premier film, Audrey Hepburn l'exige elle-même dans ses contrats. Elle veut que ce soit Hubert de Givenchy qui l'habille pour l'intégralité de ses films. Tandis qu'elle devient l'image de la maison de couture à l'étranger. Elle devient aussi la muse d'Hubert de Givenchy. Vous avez ici le meilleur exemple, qui est le parfum L'Interdit. Donc, pourquoi interdit? Parce qu'il était interdit aux autres femmes. Il a été créé exclusivement pour elle. Voilà. Le cinéma américain, c'est donc un véritable média de transmission et de diffusion rapide, et les films hollywoodiens ont vraiment joué un rôle crucial permettant de diffuser la mode à un public beaucoup plus international. Après, Hubert de Givenchy a également habillé d'autres actrices. Vous avez également Elizabeth Taylor dans le film The VIP Hotel International. Et il habille aussi d'autres actrices, on va dire, dans la vraie vie. Et ici, vous avez l'exemple de Grace Kelly, donc actrice américaine, qui a porté du Givenchy de nombreuses fois pour les cérémonies des Oscars, etc. Et également lorsqu'elle devient princesse de Monaco. Et donc ici, vous avez un des meilleurs exemples qu'elle a pu porter au cours de l'année 1965. À l'aube des 60s, Givenchy est déjà très bien implanté aux États-Unis, mais une collaboration va lui permettre de se hisser sur les plus hautes marches du succès, c'est Jackie Kennedy. Tout d'abord, après la Seconde Guerre mondiale, Washington DC devient vraiment un nouveau centre névralgique pour la haute couture française,
puisque d'abord, il est primordial d'analyser la politique culturelle de De Gaulle et d'André Malraux à cette époque-là, qui voit vraiment en la mode un prestige et un moyen de faire briller la France à l'étranger. C'est pourquoi cette haute couture française se retrouve au cœur même de ces transferts culturels, mais cette fois-ci entre le nord-est des États-Unis, traditionnellement attaché à l'Europe, et ce sud des États-Unis qui, à cette époque-là, n'a pas vraiment de lien avec cette mode française. Et donc la capitale devient le centre pour les élites politiques et la mode française se place au cœur des enjeux socioculturels, en particulier, comme vous le voyez ici avec cette coupure de presse, avec la présence des femmes d'ambassadeurs français, dont l'élégance et la sophistication sont souvent saluées. Donc ici, vous avez l'exemple de Madame Couve de Meurville, qui était une cliente très assidue de la Maison Dior. Et donc, en arrivant à Washington, tout le monde va encenser sa garde-robe, qui est exclusivement composée de couturiers français. Ensuite, la mode et la Maison-Blanche ont toujours eu une relation de pouvoir, puisque la mode est très rapidement devenue un outil de patriotisme avec une mise en valeur des identités nationales, voire un argument de campagne électorale, notamment pour la campagne de John Kennedy. Le camp républicain va énormément reprocher à Jackie Kennedy de s'habiller en haute couture française et de dépenser des sommes astronomiques, alors que la femme de l'autre candidat, elle, faisait exclusivement appel à des couturiers américains. Concernant les garde-robes présidentielles antérieures à Jackie Kennedy, toutes les premières dames, donc là je vous ai mis 2 exemples, elles accordaient toujours une exclusivité aux couturiers américains et notamment des petits couturiers souvent de Washington. On n'était pas vraiment sur ce qu'on va voir tout de suite avec Jackie Kennedy. Jackie Kennedy, elle apparaît vraiment comme un cas à part puisqu'elle fait très rapidement le choix de faire appel à un couturier français pour élaborer sa nouvelle image de future First Lady. Alors juste pour rappeler, Jackie Kennedy, c'était quelqu'un qui était extrêmement francophile, qui a fait des études à Paris au début des années 50. C'est là qu'elle a découvert donc, toute la haute couture parisienne. Et c'est quelqu'un qui aimait vraiment s'habiller en haute couture française. Mais par souci donc de patriotisme, une fois qu'elle devient première dame, elle doit faire appel à un créateur américain pour lui créer sa garde-robe présidentielle. Et donc pour ça, elle fait appel à Oleg Cassini, qui est un créateur new-yorkais à cette époque, qui est assez connu aux États-Unis, pas forcément en France. Et à cette période, Givenchy est victime du phénomène de la copie, car la première dame, ne pouvant s'acheter officiellement de la haute couture, elle demandait à Oleg Cassini de lui recopier les modèles parisiens. Donc ici, c'est un des exemples. Vous avez en bas donc un tailleur Oleg Cassini jaune et en haut le modèle Givenchy. On voit que dans la construction, c'est quand même quelque chose d'assez similaire, mais pour les avoir étudiés, en termes de technique, on est quand même sur quelque chose de très très différent. Jackie Kennedy, c'est quelqu'un qui avait une bonne connaissance de la sémantique du vêtement et de la façon dont elle pouvait utiliser son image publique simplement par les tenues choisies. C'est pourquoi elle choisissait toujours des tenues aux couleurs vives, avec des lignes épurées et qui soient surtout facilement repérables dans une foule et très photogéniques. Et ici, vous avez un des meilleurs exemples. Bon, la photo est coupée, mais normalement, vous avez vraiment une foule et en fait, l'œil se pose directement sur elle parce qu'elle choisit de porter un vêtement qui est quand même qui a une couleur assez vive. Également, en termes de diplomatie culturelle, le meilleur exemple, c'est en 1961, lors du voyage officiel en France, elle choisit pour la grande cérémonie à Versailles de clôture de ce voyage une somptueuse robe signée Givenchy. Donc c'est une robe qui a été réalisée dans le secret. Personne ne savait qu'elle viendrait habillée en Givenchy. Et la France, en étudiant les coupures de presse, la France y voit vraiment un hommage à la nation et à la haute couture française qui, au début des années 60, est donc au cœur de la politique culturelle d'André Malraux. Les voyages culturels qu'elle effectue un peu partout dans le monde montrent sa capacité à manipuler sa propre image pour en faire une métaphore de ce qu'elle représentait pour les Américains et pour le monde, c'est-à-dire la femme américaine moderne de l'American Way of Life qui est cultivée, sophistiquée, élégante et accessible. Si ça vous intéresse, vous avez le catalogue d'exposition, de la grande exposition qu'il y avait eu au Met en 2002 et qui avait été exposée au Musée des Arts Décoratifs, donc Jacqueline Kennedy, les années Maison-Blanche, et qui retrace vraiment bien toute la garde-robe présidentielle de la Première Dame. Enfin, à partir des années 1970, face à l'émergence de la contre-culture, des changements de la société et des crises économiques, Givenchy doit adapter sa production en se concentrant dorénavant sur le prêt-à-porter. Tout d'abord, aux États-Unis, il peut compter sur les liens solides qu'il a tissés avec l'industrie textile et les grands magasins afin de diffuser et promouvoir la mode française à l'ensemble du territoire américain.
Un solide travail de recherche a été effectué aux États-Unis sur les grands magasins afin de comprendre vraiment l'importance de ces derniers dans le développement des villes américaines sur le plan urbain, pour les nouveaux modes de consommation, les nouveaux médias de production. En particulier, je vous donne 2 exemples. Vous avez le grand magasin Imani à San Francisco ou Wanamaker à Philadelphie. Les grands magasins américains, en réalité, se développent dès le milieu du 19e siècle, au même moment du développement des grands magasins français comme le Bon Marché. Et c'est un concept qui est vraiment très semblable à ce qui se fait en France. Et très rapidement, ces grands magasins, et notamment les acheteurs, vont se tourner vers Paris afin de transmettre et favoriser les échanges de cette culture matérielle. Ils vont vraiment devenir, tout au long des années 50, années 60, années 70, les acteurs majeurs de cette économie de la mode. Hop, donc là, vous avez quelques exemples. Et donc, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on est en plein contexte de plan Marshall, le marché américain devient très lucratif et cette haute couture française devient un véritable vecteur d'influence aux États-Unis et un instrument de soft power qui s'intensifie durant la guerre froide. Mais c'est pas tous les couturiers français qui vont aller aux États-Unis. Vous avez par exemple Pierre Balmain qui ira aussi après la guerre, mais vous avez surtout Christian Dior qui en réalité, dès 1947, c'est le premier couturier français à ouvrir une succursale à New York et surtout à développer une ligne exclusive aux États-Unis qui s'appellera Dior New York et qui sera Design and Made in USA. C'est le premier à faire quelque chose comme ça. Ici, vous avez un exemple qui a pu être consulté au Cincinnati Art Museum. Et donc voilà, c'est le premier à créer une ligne exclusive pour la clientèle américaine qui sera fabriquée aux États-Unis. Donc maintenant, la grande question, ça va être d'analyser est-ce qu'il va y avoir des différences avec les créations françaises qu'ils faisaient à la même époque? Est-ce qu'on est sur un tissu de moins bonne qualité, etc. Alors, je regarde juste... Hop, on va juste passer vite. Et donc, Givenchy, il va s'inscrire très rapidement dans les pas de Dior à la fin des années 60. Il va ouvrir lui aussi un bureau permanent à New York où il va créer des lignes exclusives pour le pays. Vous avez notamment Givenchy Sport, Givenchy Play qui vont être des gammes, on va dire, de sportswear. Et vous avez aussi la nouvelle ligne de Givenchy prêt-à-porter. Ça va être Givenchy Nouvelle Boutique qui sera distribuée vraiment dans toutes les grandes villes américaines. Ici, vous avez le corner de la boutique à Marshall Field à Chicago. Et donc, ça va lui permettre d'avoir un rayonnement géographique à l'ensemble des États-Unis. Il faut noter que dès ses débuts, Hubert de Givenchy a fortement été imprégné par cette mode américaine avec son concept des séparables qu'il va développer très tôt dès son apprentissage chez Schiaparelli. Et lors de sa première collection en 1952, il va être justement salué pour ses vêtements simples, décontractés et modernes, et surtout c'est des vêtements qui pouvaient s'interchanger. C'est-à-dire que par exemple, le blouson que vous voyez ici, il pouvait être porté avec cette jupe, avec ce pantalon, mais c'était pas une tenue qui était fixe comme on pouvait le voir dans les autres maisons. Enfin, il est important donc d'analyser ce rayonnement géographique de la maison de couture aux États-Unis. Il faut bien évidemment mettre en évidence l'importance de New York, qui devient capitale de la mode à partir des années 70, mais aussi les villes et régions d'influence beaucoup plus restreintes, notamment le Midwest, le Texas ou Seattle, où Givenchy s'est rendu lui-même dans ces États et a eu vraiment une très forte présence dans ces régions. Pour revenir sur un événement qui a permis à New York de devenir capitale de la mode, on est sur la bataille de Versailles qui s'est déroulée en 1973. Si ça vous intéresse également, vous avez le livre La bataille de Versailles, la nuit qui a changé la face de la mode, qui a été écrit par une journaliste du New York Times, qui revient vraiment sur cet événement qui a permis de bousculer un petit peu l'équilibre qu'on connaissait jusqu'alors. La bataille de Versailles, qu'est-ce que c'est? C'est une soirée caritative qui a opposé 5 couturiers américains, donc par exemple Alston et Oscar de la Renta, et 5 couturiers français. Vous avez par exemple Yves Saint Laurent, Emmanuel Ungaro et Hubert de Givenchy. Et en fait, cette nuit-là, les Américains se surpassent et le monde entier, vraiment, quand vous lisez la presse du lendemain, comprend que Paris doit laisser la place à New York comme une des capitales mondiales de la mode. Pour beaucoup d'historiens, la bataille de Versailles marque vraiment la fin de ce second âge d'or de la haute couture française qui s'est déjà retrouvée grandement fragilisée par les événements de mai 68, par les changements de société qui sont conséquents à ces événements,
puisque vous avez plusieurs maisons illustres qui ont fermé leurs portes, comme Balenciaga ou Chanel. Et donc, ces couturiers doivent faire preuve d'innovation pour capter l'attention de ces nouvelles générations. Et c'est pourquoi ils se tournent vers le prêt-à-porter. La conclusion de cette recherche doctorale portera sur Givenchy au Japon, puisque dès les années 1980, au moment même en fait où les créateurs japonais arrivent à Paris, Givenchy est un des premiers couturiers français à également partir vers le Japon, où il va développer une très forte collaboration avec le magasin Daimaru et où il va également lancer des lignes exclusives dans le pays. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions ? Mais... Oui. J'aurais une question par rapport au cinéma et la mode. Vous en parlez du coup au début. Comment est-ce que ça se passe la création des vêtements pour le cinéma? Est-ce qu'il y a vraiment une collaboration entre le réalisateur et le créateur, ou est-ce que c'est le réalisateur qui a dit ah bah tiens il y a tel ou tel film qui a l'air intéressant pour mon film? Enfin, comment est-ce que ça se passe? En fait, il y a deux cas de figure. Par exemple, si on prend la maison de Givenchy pour Sabrina, on sait que Audrey Hepburn et Edith Head sont venus dans la maison et ont pris les vêtements de la collection actuelle pour faire le film Sabrina. Une fois, je pense que leur collaboration a vraiment été c'est bien construite. Il y a des croquis de Givenchy, c'est-à-dire qu'il va commencer à créer les vêtements pour Audrey Hepburn. Après, ces vêtements, par exemple, la robe noire de Breakfast at Tiffany's que vous voyez ici, c'est une robe qui a été remaniée par Edith Head, c'est-à-dire que Givenchy a fait la robe, mais ils se sont rendus compte que la robe, par exemple, à la caméra, rendait très mal. Donc Edith Head, qui était la chef costumière de la Paramount, a retravaillé la robe. De ce qu'on sait, parce que c'est très difficile d'avoir accès aux archives du cinéma à Hollywood, de ce qu'on sait, en tout cas pour Givenchy, il faisait les vêtements lui-même dans ses ateliers et ensuite il les envoyait à Los Angeles pour que les équipes du film voient qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Puisque les chefs, là c'est Edith Head, il a vraiment travaillé qu'avec elle, c'est vraiment eux qui vont faire les costumes et qui vont dire qu'est-ce qu'on va porter à chaque scène. On sait qu'il était aussi également très ami avec les réalisateurs, donc on pense qu'il y a eu qu'ils ont donné des idées, mais c'est vraiment les chefs costumières qui donnaient les idées aux couturiers. Il n'y a pas vraiment avec la haute couture française. Ça marche souvent par rapport aux actrices en réalité. Par exemple, si on prend Marlène Dietrich, pourquoi c'est Dior qui l'habille? Parce qu'ils étaient très amis, parce que c'était une très fidèle cliente, c'était une fidèle cliente de la maison. Justement, c'est ce qui va poser problème, puisque dans les films d'Hubert de Givenchy avec Audrey Hepburn, il habille exclusivement qu'Audrey Hepburn. Sauf qu'on sait qu'il y a d'autres actrices qui ont dit pourquoi il habille qu'elle et pas nous. Voilà, c'est vraiment... ça reste des contrats un peu d'exclusivité qu'ils ont avec les actrices, qui sont souvent leurs amies aussi, ce qu'il faut, enfin voilà. Mais il n'y a pas vraiment, ils n'ont pas vraiment habillé tout un film. On va dire le seul exemple que vous aurez, on va dire plus récemment, c'est Jean-Paul Gaultier avec Le 5e élément, parce qu'il a travaillé en étroite collaboration avec Luc Besson, où là il va vraiment faire plus de 3000 costumes, il va habiller aussi les figurants. C'est vraiment un des exemples qu'on aura, parce que même en France, vous avez Yves Saint Laurent avec Catherine Deneuve, il va habiller exclusivement que Catherine Deneuve. Il ne va pas habiller les autres personnes du film. Je vous en prie. D'autres questions? Oui. Au décès des créateurs, parce que là on parle de liens avec le cinéma, il y a aussi des liens très personnels avec les relations personnelles. Ah oui. Donc au décès des créateurs, les maisons, est-ce qu'elles continuent ou est-ce qu'il y a eu des grandes inflexions? Si on voit Marc Bohan et Christian Dior, Marc Bohan il continue à développer un peu dans le même esprit et puis c'est presque aussi bien que mieux que Christian Dior. Alors dans ce cas-là, ça s'est pas forcément très bien passé avec la maison Givenchy parce qu'en 88 il se fait racheter par LVMH puisque voilà, on est vraiment sur à la fin des années 80 des crises économiques, etc. Donc les maisons, on va dire traditionnelles qui restaient ont été rachetées par les grands groupes. Hubert de Givenchy, entre guillemets, il prend sa retraite en 95, mais ça il le dit lui-même dans sa biographie, il a été un petit peu poussé vers la porte de sortie. À la suite de Givenchy, on a John Galliano qui va rester une année et ensuite Alexander McQueen. Et ils ont vraiment pris un contre-pied total. Ils ont fait quelque chose d'extrêmement différent de ce que lui il faisait dans sa maison.
Ça, vous pouvez le trouver voilà, dans sa biographie. Ça, il en a beaucoup parlé. C'est une période où il le dit lui-même qu'il a très mal vécu. Par exemple, il n'a jamais rencontré aucun directeur artistique de sa maison parce que lui, il est mort en 2018. Donc de 95 à 2018, il a vu l'évolution de sa propre maison. Il n'a jamais voulu rencontrer les directeurs artistiques des maisons. Il ne voulait plus parler de ce qui était devenu sa maison de couture. Oui. Oui. Alors, maintenant, il faut parler aussi de l'économie mondiale. C'est que de plus en plus de maisons se tournent vers l'Asie, qui pour eux devient un marché extrêmement lucratif. Ils ont encore une très forte présence aux États-Unis, notamment Givenchy. Ils ont ouvert, par exemple, un très grand magasin à Los Angeles il y a à peu près 1 an. Ils sont encore beaucoup à être présents aux États-Unis. La maison Givenchy, même encore aujourd'hui, c'est une maison qui est énormément appréciée par les Américains. Vous avez par exemple un des meilleurs exemples, Ivanka Trump, qui a fait appel à la maison Givenchy pour le gala de son père, le président, a fait appel à la maison Givenchy pour s'habiller. Également Meghan Markle, l'actrice américaine, qui pour son mariage fait appel à Givenchy. Vous avez encore beaucoup d'intérêt même du grand public pour la maison Givenchy. C'est une maison qu'ils connaissent vraiment beaucoup pour le coup, plus qu'en France. Parce que c'est vrai que nous, Givenchy en France, c'est pas forcément une maison qui a un intérêt du grand public. Aux États-Unis, c'est pas forcément le cas. Ils sont encore quelques-uns. Après, il y a eu des différences. Par exemple, la maison Chanel, elle a jamais voulu se tourner vers les États-Unis, alors que maintenant, c'est une des maisons les plus populaires aux États-Unis. Ils ont quand même, ça reste encore un marché lucratif, mais ils sont quand même de plus en plus à se tourner vers l'Asie, pour le coup. D'autres questions? Une dernière question? Oui. Merci beaucoup pour votre attention et pour votre venue à la conférence. Je suis ravie, tout d'abord, de participer pour la 2e année consécutive aux Journées du patrimoine organisées par l'INHA et de pouvoir présenter dans ce cadre mes recherches doctorales. Donc, je réalise une thèse en codirection entre l'Université Paris-Nanterre et l'Université des Antilles, sous la direction de Madame Maureen Murphy et Madame Christelle Lozère, intitulée « Artistes femmes en situation coloniale, pratiques artistiques, circulation, réseau et transfert culturel entre la France et son empire 1919-1950 ». Je suis actuellement au début de ma 2e année de thèse et je fais également partie de 2 associations de chercheurs, le phare, Femmes Artistes en Réseau, et l'AHAO, qui est une toute nouvelle association, qui est l'Association d'Histoire de l'Art des Outre-mer. Donc, je voulais commencer par une petite remise en contexte. Donc, depuis une petite dizaine d'années, plusieurs musées ont sorti de leurs réserves tableaux et sculptures d'artistes représentant les colonies, notamment d'artistes femmes. On peut citer Peinture des Lointains au musée du Quai Branly-Jacques Chirac, Pionnière au musée du Luxembourg avec sa salle controversée Pionnière de la diversité, ou encore Artiste voyageuse, L'Appel des Lointains à Évian-les-Bains puis Pont-Aven en 2024. Ces œuvres, qui racontent le passé colonial de la France, ont, après les décolonisations, été reléguées dans les réserves, difficiles à exposer, car racontant un passé honteux, douloureux, violent, qu'on a préféré oublier, parfois même faire disparaître, détruire, plutôt que de s'y confronter réellement. L'intérêt pour l'art colonial est alors récent, notamment au prisme du genre. Souvent méconnus, ces artistes et leurs œuvres nécessitent un double travail de recontextualisation de la période, de leur parcours et de leurs travaux. Pour cette conférence, je vais principalement vous présenter des artistes coloniales métropolitaines, ce qui est l'acception la plus courante du terme, partant aux colonies entre les années 1920 et 1950. Dans mon travail de recherche, j'inclus également sous cette dénomination les artistes femmes issues des populations colonisées, qui pour certaines viennent en France. J'étudie en effet les mobilités et les voyages artistiques dans les 2 sens, donc de la métropole vers les colonies et des colonies vers la métropole. Cependant, pour ces parcours-ci, j'ai quelques noms pour le moment, quelques œuvres aussi, mais des terrains de recherche vont être nécessaires pour en parler de manière, pour vous en parler en fait de manière plus précise dans les années à venir. Donc mon travail de recherche s'intéresse particulièrement aux liens entre les artistes, notamment dans le cadre des ateliers ou écoles des beaux-arts aux colonies,
où les artistes métropolitaines, donc, dont je vais vous parler, étaient envoyés en tant que professeurs pour apprendre l'art dit européen aux artistes colonisés, dont on jugeait la pratique artistique inférieure. Je m'intéresse donc particulièrement à la formation dans l'école des beaux-arts de Madagascar. Je me concentre en effet essentiellement sur les circulations entre la France, les colonies d'Afrique et les Antilles françaises. La notion notamment de réseau artistique entre ces artistes est centrale dans mes recherches en France et aux colonies. Pour les métropolitaines, la plupart d'entre elles se connaissent, exposent, parfois même collaborent, créent et voyagent ensemble. Donc la notion de réseau artistique féminin et leur mise en valeur sont au cœur donc, de nos recherches, mais aussi de notre travail avec l'association Femmes Artistes en Réseau. Pour regarder et exposer ces œuvres coloniales en contexte et au prisme du genre dans les musées, il est essentiel de s'intéresser aux mobilités de ces artistes, leur parcours et à leur représentation des espaces coloniaux. Donc je me pose différentes questions dans le cadre de mes recherches. Par quels moyens ces artistes métropolitaines partent-elles aux colonies? Quelles représentations rapportent-elles, réalisent-elles? Où et comment exposent-elles leurs travaux coloniaux en métropole? Où exposent-elles aux colonies? Quels liens tissent-elles aussi avec la scène artistique locale? Donc je vais ici revenir sur différents parcours de voyageuses pour vous présenter déjà quelques artistes et surtout la diversité des parcours qui existent. Je vais également donc revenir sur mes méthodes de recherche et les sources qui sont à ma disposition. Je ne vais pas pouvoir tout aborder dans le temps qui m'est imparti, mais donc j'ai choisi 3 points précis. On va voir comment ces artistes partent, quelles représentations elles réalisent et comment elles se professionnalisent par le voyage dans le secteur de l'aventure. Donc, pour revenir sur les méthodes, les sources dont nous disposons sur ces artistes sont parfois lacunaires dans les archives publiques et lorsqu'elles sont nombreuses, elles sont éparpillées entre différentes institutions. Donc, reconstituer les parcours, ça relève du puzzle. Et de plus, beaucoup de documentation demeure également encore privée chez les descendants. Donc, interroger les mobilités et les carrières de ces artistes se couple à un large travail généalogique. En effet, retrouver les descendants est parfois donc une nécessité, ces derniers conservant encore les journaux intimes, la correspondance, des photographies, etc. Et ils sont également des sources orales précieuses à interroger et à prendre en compte pour comprendre les parcours de leurs aïeuls qu'ils ont parfois connus. Je pars donc à la rencontre de ces descendants dans les lieux de vie des artistes sur lesquels je travaille. Ce sont des terrains de recherche passionnants à travers la France qui me permettent d'enrichir considérablement mon corpus d'archives, mais aussi mon corpus d'œuvres. Avec l'association Femmes Artistes en Réseau, nous menons notamment des missions d'aide et de préservation de ces archives d'artistes femmes qui sont encore aux mains de particuliers. Donc, comment partent ces artistes ? Donc, nous allons revenir sur les différentes manières de partir de ces artistes. Donc, certaines obtiennent le précieux sésame, soit une mission gouvernementale ou un prix colonial de la Société coloniale des artistes français ou de compagnies de navigation. Lucie Cousturier est une des premières à partir missionnée par un ministère. Le ministère des colonies l'envoie en 1921 en mission pour étudier, je cite, le milieu indigène familial et plus spécialement le rôle de la femme indigène au point de vue de l'influence qu'elle exerce sur la formation morale des enfants. Fin de citation. Donc, forte du financement de l'État, elle embarque sur le paquebot Jupiter à Marseille et arrive à Dakar le 13 octobre 1921. Et ce voyage va transformer sa manière de peindre et ses sujets. Donc là, je vous ai mis des premières œuvres dans la carrière de Lucie Cousturier, qui a notamment été formée par Paul Signac, puis des œuvres qu'elle rapporte de son voyage. Certaines gagnent des prix coloniaux de la Société coloniale des artistes français. L'émergence de cette société qu'on appelle la SCAF se fait en corrélation de l'agrandissement et de la montée en puissance de l'empire colonial français, deuxième plus grand empire du monde derrière l'Angleterre sur notre période. Elle est créée par le peintre Louis Dumoulin en 1908 et la SCAF est la rivale de la SPOF, la Société des peintres orientalistes français. Elle va devenir avec le temps la société principale, avec pour devise, je cite, « l'expansion coloniale par l'art au profit de la France et de l'art ». La SCAF va jouer un vrai rôle dans la diffusion des représentations des colonies aux métropolitains, participant ainsi à la propagande coloniale par l'art.
La SCAF réalise des expositions annuelles au Grand Palais à partir du milieu de l'entre-deux-guerres. Dumoulin obtient au départ des bourses de voyage qui sont réservées à sa société, puis il obtient la création de prix dédiés à la SCAF avec le concours des gouverneurs des colonies. Les prix commencent à être remis à des artistes femmes à partir de la Première Guerre mondiale. Et par exemple, sur la période de l'entre-deux-guerres, on compte 34 lauréates, certaines gagnant un prix plusieurs fois. Donc, parmi elles, on a notamment la sculptrice Anna Quinco et la peintre Marcella Caine, qu'on va voir ensuite, qui furent primées chacune 2 fois. Anna Quinco se voit attribuer en 1924 le second Grand Prix de Rome et le prix de l'AOF, de l'Afrique occidentale française. Elle choisit le prix de l'AOF au prestigieux prix italien, soit 6 000 francs, ainsi que la gratuité des transports sur place à la colonie. Elle gagne également le prix de Madagascar en 1932 avec une dotation de 8 000 francs. Ce prix a également été attribué 11 ans plus tôt à Suzanne Frémont, que nous allons voir aussi ensuite, qui a fondé sur place l'école des beaux-arts de Madagascar à Tananarive, dans laquelle Anna Quinco enseignera. Marcella Caine, quant à elle, reçoit le prix du Maroc en 1914 et le prix de la Compagnie de la navigation mixte en 1928. Les artistes cités sont généralement des femmes célibataires ou veuves, n'ayant pas l'aide financière d'un mari. Marcella Caine donne des cours de dessin à la ville de Paris pour subvenir à ses besoins. Elle n'aurait pas les moyens de partir sans ce prix. De même pour Anna Quinco. Ces prix sont plus que des aides à la mobilité pour ces femmes. Ils sont l'occasion pour ces artistes de pouvoir financièrement partir, et ils sont la possibilité d'un renouveau artistique et d'un tournant dans une carrière. La presse parle de leur victoire. Elles ont la possibilité de se faire un nom par le sujet colonial sur la scène artistique d'alors. Donc partir, c'est vraiment le moyen de renouveler ces sujets. Suzanne Frémont et Marcella Caine en sont des exemples éloquents à ce sujet. Elle s'émancipe des sujets artistiques dits féminins ou transpose ces sujets aux sujets coloniaux, s'affranchissant de l'enseignement artistique qu'elles ont reçu jusqu'alors. Donc là, je vous ai mis des œuvres de début de carrière et ici des œuvres rapportées de leur voyage. On note également que le départ aux colonies signe la possibilité pour ces artistes femmes de représenter des hommes moitié nus. Les cours de modèles vivants masculins étaient encore interdits aux femmes. Anna Quinco, par exemple, étudie longuement le corps des Laptotes du Niger, donc qui sont les piroguiers qui l'accompagnent lors de son voyage, qu'elle représente en peinture mais aussi en sculpture. Certaines partent également sur invitation de l'État. Anna Quinco et Suzanne Frémont, qui ont été donc lauréates de prix coloniaux, vont embarquer sur le paquebot Normandie en direction des Antilles pour les fêtes du tricentenaire des Antilles en 1935, en compagnie d'autres artistes comme Yvonne Lévy Engelmann. Donc c'est un véritable honneur, ça récompense leur travail colonial à l'époque, et cette croisière, c'est une nouvelle occasion de renouveler leur sujet. Je ne vais pas avoir le temps de développer sur cette croisière en particulier, mais à ce sujet, Madame Christelle Lozère a écrit un livre sur cette croisière du tricentenaire, si cela vous intéresse. Voilà. Donc si certaines partent grâce à des prix, ce n'est pas la majorité d'entre elles qui obtiennent les précieux sésames. Certaines partent en suivant un mari travaillant pour l'administration coloniale. C'est notamment le cas de Suzanne Truitard, artiste, graveuse, qui suit son mari, Léon Truitard, administrateur colonial, et qui sera notamment nommé gouverneur de la Réunion. Ils vont se rencontrer à Madagascar et ils vont aller ensemble au Togo, au Cameroun, mais aussi à la Réunion. Suzanne Truitard met à profit cette vie coloniale dans son art. Elle illustre de ses bois gravés la revue Togo-Cameroun, dont son mari est le directeur. À La Réunion, elle est à l'initiative de la vie artistique locale qu'elle rend foisonnante, créant des expositions entre 1936 et 1938. À ce sujet, vous pouvez lire les recherches de Colombe Couel et Bernard Leveneur qui ont publié un livre récemment. En métropole, elle est à l'origine de la première exposition qui réunit les femmes artistes coloniales en 1935. Juliette Delmas est également une artiste qui accompagne son mari à Madagascar. Celui-ci œuvre sur place à la reformation d'une école d'art appliqué et elle lui prodigue son aide en partant faire le tour de l'île destiné les populations. Donc à ce sujet, parce que je n'ai pas le temps de développer tous les aspects, vous pouvez voir la thèse de Pauline Monginot. Pour d'autres, partir rime avec débrouillardise. Pour Madeleine Delier de Bello, artiste, sculptrice et céramiste, ce sont les missionnaires catholiques qui vont devenir le parfait prétexte économique pour partir.
On constate dans ses notes de voyage qu'elle a le souci permanent de voyager à moindre frais. Je cite « un sou est un sou ». On trouve ces informations dans sa correspondance, à laquelle nous avons eu accès en retrouvant son arrière-petite-fille. Elle essaie par tous les moyens de trouver des réductions sur les transports et le logement sur place. Elle écrira à son retour un livre sur les missionnaires catholiques, et nous verrons dans notre troisième partie qu'elle est un cas éloquent du changement de carrière qu'opèrent certaines artistes en voyageant. Mais tout d'abord, je voulais revenir sur les représentations réalisées par ces artistes. Donc de ces mobilités, où nous allons le voir, non-mobilités, sont issus différents types de représentations participant à la propagande coloniale de l'État. Le fait de partir ou non influence les représentations de ces artistes. Donc Marcella Caine, qu'on évoquait juste avant en première partie, est une artiste qui va partir plusieurs fois en Afrique, gagnant des prix. Elle va aller en Guinée, au Soudan, et pour l'exposition coloniale de 1931 au Bois de Vincennes, dans le Palais des Colonies, on lui commande des dioramas, donc pour le Palais de la Porte Dorée, qui sont des objets entre œuvres d'art et décors à part entière, qui permettent d'immerger le public et le faire voyager sans qu'il n'ait à partir en fait, dans les colonies. Il y a une vraie volonté de montrer aux métropolitains les espaces colonisés de manière très réaliste et de les immerger dans ces paysages au travers de scènes reconstituées. Marcella Caine fait notamment partie des artistes qui vont exposer dans des expositions internationales coloniales, notamment à Rome en 1931. Il y a une véritable diffusion des représentations de l'Empire français dans toute l'Europe. Son style est très moderne, très ethnographique, très précis. Les habitations, les costumes traditionnels, l'alimentation sont représentés avec précision et elle représente des choses qu'elle a vues. D'autres s'inspire des représentations qu'elle voit en métropole et réalise des œuvres coloniales sans pour autant partir dans les colonies. L'exemple de Gentile à ce sujet est édifiant. Elle se rend en Tunisie, mais pas en Afrique occidentale française et en Afrique équatoriale française. Pour l'exposition coloniale de Bruxelles en 1935, elle se voit commander des panneaux décoratifs pour orner le pavillon de la France d'outre-mer. Gentile peint plusieurs tableaux, donc l'Afrique occidentale française, Togo-Cameroun, l'Afrique équatoriale française, Madagascar, etc., sans pour autant donc se rendre dans ces colonies, réexploitant dans chaque des stéréotypes exotiques, comme les porteuses d'eau, la faune ou encore les couleurs très chatoyantes, sans faire de nettes différences entre les cultures de chaque pays. Le but de cette commande, c'est de faire voyager les métropolitains, de leur faire accepter les colonies, de les faire s'intéresser aux colonies qui ont longtemps désintéressé. Elle s'inspire sûrement des représentations ramenées par son mentor, Charles Fouqueret, peintre de marine, qui réalise avec elle la commande. Elle transpose toujours le même motif et ainsi diffuse des poncifs. Dans la même manière de procéder, alors une autre œuvre de Gentile ici, nous avons donc le cas de Madeleine de Lié de Bello dont on parlait précédemment, qui représente des allégories de l'Afrique bien avant de partir en Afrique. Elle réalise cette sculpture et ce dessin bien avant de partir. Et en fait, c'est ce que nous allons voir ensuite, mais on ne lui connaît pas de production sculpturale ou dessinée suite à son voyage, opérant une totale reconversion. C'est sur ce point que je vais enchaîner. Donc, le voyage permet également aux artistes de renouveler leur représentation, nous l'avons vu, mais aussi de diversifier leur carrière. En diffusant leurs œuvres dans la presse, mais également plus largement leurs voyages, elles donnent à voir et faire connaître leurs expéditions, les illustrent de photographies, montrant la maîtrise de différents médiums et diversifient notamment leurs sources de revenus. En effet, on remarque donc que plusieurs d'entre elles écrivent des livres à leur retour, qu'elles illustrent de leurs photographies et ou dessins. Donc, je vous ai mis l'exemple ici du livre de Madeleine de Lié de Bello, qui a écrit donc du Cameroun au Hogar, qu'elle illustre de ses photographies de voyage. Et on a aussi le cas de Suzanne Frémont, qui a écrit plusieurs romans, dont un dont je cite le titre, L'Afrique inconnue, l'Aurès. Certaines diffusent également leurs voyages dans la presse. Anna Kinko est accueillie par le Néjus en Éthiopie, donc l'empereur d'Éthiopie, par qui elle se voit commander un buste officiel. Elle raconte ce voyage dans la presse et cette expérience à la cour d'Éthiopie. Elle présente ainsi aux métropolitains son voyage, également son travail et l'importance qu'elle a eue sur place.
Madeleine Delier de Bello s'engouffre, elle aussi, enfin, c'est un cas éloquent à ce sujet, s'engouffre dans la brèche en plein essor du photojournalisme, abandonnant peu à peu l'art au profit de cette carrière. À son retour de voyage, elle réalise des articles feuilletons pour le journal La Croix sur son voyage avec les missions. Ensuite, elle va voyager dans d'autres pays, elle va produire toujours plus d'articles, ceux qu'on peut voir dans ses archives aux Archives nationales d'outre-mer à Aix-en-Provence. Cette position d'aventurière professionnelle, elle la forge et elle l'entretient, opérant une totale reconversion d'artiste plasticienne à photojournaliste et voyageuse professionnelle. Elle se livre également à l'exercice des conférences avec plaques de projection dans le cadre du Musée de l'Homme, touchant à la discipline ethnographique, et elles sont plusieurs à le faire. Et elle se produit également, ça c'était pour les conférences, et elle se produit également lors de conférences radiophoniques cette fois, sur Radio Paris, évoquant son voyage. Ainsi, notre sujet de thèse, ses enjeux et ses méthodes s'inscrivent à la fois dans le domaine des études de genre, des études coloniales et postcoloniales en histoire de l'art, et tentent d'apporter un éclairage nouveau sur ces productions coloniales d'artistes femmes. Donc c'était un petit tour d'horizon non exhaustif de mon sujet de recherche. Il y a encore plein de points que j'aurais aimé aborder, mais le temps est court. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions, et je vous remercie pour votre écoute. Bonjour, je m'appelle Tamara Moroz, je suis doctorante en deuxième année à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Actuellement, je travaille sur la thèse intitulée « L'éternité sur le papier, l'architecture funéraire dans les concours académiques parisiens entre 1755 et 1791 » sous la direction de Jean-Philippe Garrick. Un petit disclaimer, excusez-moi pour mes fautes de français et mon accent, que je ne suis pas française, mais j'espère que ça va aller. Merci. Je vais commencer par un projet de Pierre-François Léonard Fontaine, un élève de l'Académie royale d'architecture qui se présente au concours du Grand Prix en 1785. Le sujet, un monument sépulcral pour des souverains entourés des tombeaux des grands hommes de la nation. Ce projet est spectaculaire, ambitieux, mais il n'obtient que le second prix. Ces décisions provoquent des protestations parmi les élèves qui remettent en cause le système d'évaluation de l'Académie. Cette réaction montre que les concours n'étaient pas seulement des exercices scolaires, ils devenaient un terrain de confrontation, d'affirmation et de contestation. Ce qui frappe, c'est que ce rôle d'expérimentation et l'appétit créatif s'expriment à propos de tombeaux. Pourquoi les monuments funéraires proposés par l'Académie elle-même offrent-ils aux élèves un espace privilégié pour tester de nouvelles formes, interroger la discipline et parfois s'éloigner de la ligne académique? Pour comprendre ce paradoxe, il faut revenir aux premiers concours funéraires à partir des années 1750 et suivre leur évolution jusqu'à la Révolution. Pour faire ça, je vais décrire un peu le contexte. La deuxième moitié du XVIIIe siècle est marquée par l'émergence de l'architecture publique. Les temps modernes demandaient de nouveaux espaces tels que bibliothèques, théâtres, des prisons, etc. L'Académie royale d'architecture, en tant qu'institution qui fixait les normes et les goûts d'une bonne architecture, a réagi à cet appel à travers des concours, du Grand Prix et des prix d'émulation. Ces concours, lancés dès les années 1720, avaient pour but d'évaluer les compétences des élèves et de stimuler leur ambition. Le fonctionnement était assez précis. Le jury annonçait le programme d'un concours. Ça pouvait être une prison publique, une salle de spectacle, ou bien, comme dans mon cas, un cénotaphe ou un monument sépulcral. Après l'annonce, les participants réalisaient des esquisses dans une salle fermée.
À partir de ces dessins, le jury sélectionnait les projets les plus prometteurs, toujours anonymes, qui avaient ensuite le droit de passer à la dernière étape. Et les versions finales, conformes à ces esquisses, étaient alors exposées dans une galerie du Louvre, visible à la fois pour le public et pour le jury. Celui-ci votait pour les projets préférés et le lauréat recevait le premier prix avec à la clé la possibilité de partir à l'Académie de France à Rome pour étudier les modèles architecturaux sur place. Ces concours n'étaient donc pas de simples exercices scolaires. Il représentait une véritable épreuve, un test de capacité à en concevoir une architecture jugée bonne par les académiciens. La relative liberté des programmes permettait aux élèves d'avancer de nouvelles idées et transformer ces concours en véritable laboratoire. Bien sûr, il arrivait souvent que les projets se répètent car beaucoup des élèves reprenaient les meilleures idées des projets antérieurs pour augmenter leurs chances pour succès. Mais on rencontre aussi des propositions plus audacieuses, moins conformes aux attentes académiques, qui révèlent des recherches plus nuancées sur la composition et la forme. Et c'est justement dans les projets de cimetières, de cénotaphes et de monuments sépulcraux que l'on voit les élèves tester leurs idées et forger leur identité professionnelle. Pour illustrer cette dimension expérimentale, je voudrais commencer par le tout premier concours consacré à la chapelle sépulcrale en 1755. C'est un cas assez rare. On connaît encore aujourd'hui les trois projets primés. Le premier, deuxième et troisième prix. Il y avait aussi un projet de Victor Louis, un futur architecte du Théâtre à Bordeaux, qui a obtenu le premier prix extraordinaire, mais malheureusement, ces dessins ils ont disparu. Si on regarde les projets conservés, on remarque tout de suite une tendance. Les deux premières, ceux de Charles Maréchaux et d'Étienne Bocard, rassemblent beaucoup à des chapelles qu'on trouve dans les églises. Ils rappellent des modèles bien connus comme la chapelle de la Sorbonne ou le dôme des Invalides, une architecture claire, harmonieuse, jugée raisonnable par les académiciens. Le troisième projet, en revanche, celui de Jacques Rousseau, surprend. Il propose une pyramide. À première vue, ça paraît presque bizarre à côté des chapelles classiques, mais en réalité, c'est là que se joue quelque chose d'important. Rousseau ne copie pas une forme d'architecture religieuse. Il va chercher une forme proprement funéraire. Les pyramides qui servaient de tombeau chez les anciens égyptiens, mais aussi chez les Romains. Et ce sont surtout ces modèles romans que les architectes avaient sous les yeux lors de leur voyage à Rome. Par exemple, je cite ici la pyramide de Cestius gravée par Piranèse. En dialoguant avec l'Antiquité, Rousseau réfléchit déjà à une question moderne. À quoi pourrait ressembler une architecture funéraire qui se distingue clairement des autres types de bâtiments? La pyramide, dans le projet de Rousseau, n'est pas restée un cas isolé. On la retrouve dans presque tous les concours qui suivent jusqu'à la fin du siècle. Pour vous donner un autre exemple marquant, je vais m'arrêter sur le projet du cimetière proposé par Jean-Louis Desprez au concours de 1766. Ce qui frappe d'abord, c'est l'ampleur de sa proposition. Desprez imaginait un véritable complexe funéraire avec une composition monumentale qui dépasse largement des attentes du jury.
On sent ici l'ambition d'un architecte qui veut s'affirmer par des projets de grande échelle. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après le concours, Desprez reprend ce projet et lui donne une nouvelle vie. Il le fait graver, il le rebaptise temple funéraire et il le dédie à Voltaire. En faisant cela, il transforme ce projet du concours en manifeste architectural qui circule bien au-delà du cadre académique. Ce cas est intéressant parce qu'il montre que les concours ne servaient pas seulement à exercer le dessin ou à répondre à un sujet donné. Ils pouvaient devenir un tremplin, un moyen de prendre position dans le débat public sur l'architecture et sur la mémoire des grands hommes. Dans le troisième exemple, je voudrais revenir au Grand Prix de 1785 que j'avais montré au début. Ce retour me permet d'illustrer plus clairement l'évolution des projets qui, à la fin du siècle, s'orientent vers une nouvelle sensibilité. Fontaine, qui deviendra plus tard l'architecte de Napoléon, est encore élève de l'Académie. Et ici, il choisit de proposer un cimetière, mais pas un cimetière classique. Il imagine un espace en plein air structuré par des éléments d'arbres, des monuments dispersés, une composition qui relève presque du paysage. Son projet joue sur l'effet d'émotion et sur une esthétique du pittoresque. Il ne s'agit plus seulement de construire un édifice, mais de mettre en scène une expérience sensible du deuil. Ce choix est audacieux, mais n'est pas couronné par l'Académie, mais il préfigure déjà un tournant, celui d'une sensibilité nouvelle où l'architecture funéraire devient aussi un lieu d'expression individuelle, d'intimité et de mémoire collective. À travers Fontaine, on perçoit que les concours en fin de siècle deviennent un espace où l'on teste non seulement des formes architecturales, mais aussi des manières d'émouvoir, d'interroger la société et son rapport à la mort. Ces trois exemples montrent bien comment les concours pouvaient être à la fois un laboratoire d'idées et un espace de prise de position. Mais pour les comprendre ainsi, il ne suffit pas de regarder les dessins. Il faut replacer ces projets dans leur contexte, recouper des sources dispersées et parfois fragmentaires. C'est là que commence mon travail. Ma recherche repose d'abord sur un corpus principal. Ce sont 16 concours organisés entre 1755 et 1791. Dont une vingtaine de projets funéraires conservés majoritairement à l'école des Beaux-Arts et aux archives de l'école des Ponts-Chaussées. À cela s'ajoutent des dessins qui circulaient à l'époque, par exemple ceux que les pensionnaires apportaient de leur voyage à Rome, ou encore des recueils gravés de grands architectes comme Piranèse que j'avais mentionné avant. L'idée, ce n'est pas de regarder ces dessins comme des belles images figées, mais vraiment comme des projets. À travers le format, la composition et les conventions graphiques, on peut lire une réflexion architecturale, une manière de penser l'espace, de mettre en scène un monument. Pour cela, je croise les dessins avec d'autres sources, les programmes des concours, les procès-verbaux des séances, les traités. Chaque document apporte un fragment et c'est en les rassemblant qu'on comprend mieux comment les concours fonctionnaient, ce qu'on attendait des élèves et comment certains ont choisi de dépasser ces attentes. C'est une méthode que j'appelle croisée, à la fois formelle, c'est l'étude du dessin comme projet contextuel, le cadre académique du concours est symbolique puisque ces monuments funéraires
mettent toujours en jeu une vision de la mémoire et du rôle de l'architecture dans la société. En somme, c'est un travail d'enquête patiente et l'enjeu est de retrouver comment ces projets ont été conçus, perçus et transmis. Alors, pour conclure, ces tombeaux de papier ne sont pas de rêves hors du réel. Ce sont des projets ancrés dans une pratique académique qui servaient à la fois à former, à expérimenter et à affirmer une identité professionnelle. Mon objectif est de les réinscrire pleinement dans l'histoire de l'architecture du XVIIIe siècle, non pas comme des curiosités marginales, mais comme un véritable laboratoire, un lieu où s'élaborent des langages, des références, des dispositifs spacieux, mais aussi une réflexion sur ce que peut et doit être l'architecture face à la mémoire et au deuil. Ces concours montrent que l'architecture funéraire, loin d'être secondaire, a joué un rôle décisif dans la construction de la discipline elle-même. Et c'est sans doute pour cela qu'ils nous parlent encore aujourd'hui, parce qu'à travers eux, on voit comment une société cherche à donner une forme durable à ceux qui, par définition, échappent au temps. Et ces concours du XVIIIe siècle rappellent que l'architecture ne construit pas seulement des édifices, elle façonne aussi des façons de penser la mémoire et le temps. Cette réflexion n'a rien de daté. C'est pourquoi je crois que ces tombeaux de papier ne sont pas seulement des anecdotes historiques. Ce sont des expériences intellectuelles qui résonnent avec nos débats contemporains et qui nous montrent que parfois l'architecture influente est aussi celle qui n'a jamais été construite. Voilà, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, je suis à votre disposition.